bonjour. Bonjour. Merci de venir à cette 4e masterclass de la Maison des scénaristes cette année. Et aujourd'hui, on accueille Andrea Bescon et Éric Métayer, qui sont auteurs et réalisateurs d'abord de la pièce et après du scénario et du film qui est à la sélection dans Un certain regard. Et on est très heureux de les applaudir pour leur film Les Chatouilles. Bien demandé. Merci beaucoup. Alors on va commencer par la phrase, la phrase qu'on utilise d'habitude, la première question. Non, peut-être juste un tout petit résumé parce que c'est pour les personnes qui n'ont pas vu le film. D'accord. Juste vraiment quelques 3-4 lignes, 3-4. Dans le film Les Chatouilles, ça parle des violences sexuelles sur les enfants. Mais c'est surtout le parcours de réparation de la protagoniste, Odette, qui a été violentée sexuellement par un ami de la famille. Bon, ce qui est après hyper courant quand c'est justement des personnes de l'entourage. Généralement, les violences sexuelles, c'est un peu ça, c'est souvent les personnes de l'entourage. Donc, et on voulait mettre aussi en avant tous les dommages collatéraux sur les familles. Voilà, c'est vraiment un film choral, en fait, même si on suit le parcours de cette fille-là, de son enfance à l'âge adulte, on repart vachement en flashback, etc. Et c'est vraiment, on l'a filmé sur l'angle de la vie et de la réparation et l'espoir de pouvoir se sortir de ce traumatisme qui, évidemment, affecte toute l'intégrité psychologique et sexuelle et physique. Et donc on voulait mettre en avant tout le temps qu'on met à sortir de tout ça. Et on raconte ce parcours en fait d'Odette. Ouais. Merci. Alors donc première question, on va vous interroger sur votre parcours. Ouais. On va commencer par Andrea. Comment ça a commencé l'écriture ou la comédie ? Très tard déjà, parce que moi je viens de la danse en fait, je suis danseuse de formation, enfin je suis danseuse de base, danseuse quoi. J'ai marché, j'ai dansé, ou même je marchais pas, je dansais déjà. Non, c'est mon truc. Et donc je me suis jamais posé la question de ça, il fallait que je danse et c'était évident que ça allait être mon métier. Et donc tout de suite, à 11 ans je suis partie en école professionnelle à Cannes d'ailleurs, chez Rosella Hightower, donc c'est assez rigolo de se retrouver là aujourd'hui. Et j'ai fait le conservatoire de Paris et donc voilà, j'ai vraiment une grosse formation de danseuse et j'ai dansé très très longtemps. Et à 28 ans, j'ai rencontré Éric, en 2009, 2008 je crois. 2008. Et ouais, c'est ça, 2008. Et Éric, on faisait une comédie musicale ensemble et il m'a dit mais t'as un truc pour le théâtre. Et moi avec la danse, j'aimais interpréter des personnages. C'était mon truc, j'aimais pas forcément la danse pour juste la beauté du mouvement. Il fallait que je raconte quelque chose à travers le corps. Bon, du fait aussi de mon enfance, de mon passé, de choses qu'il fallait évidemment que j'exorcise d'une manière ou d'une autre. Et la danse, ça m'aidait énormément à ça. Donc j'interprétais et lui il m'a dit il faut maintenant que ça sorte par le verbe en fait. Et j'ai commencé le théâtre comme ça grâce à Éric en 2010. Et voilà, j'ai fait une première pièce, une deuxième pièce, et Les Chatouilles, comme on est mari et femme tous les deux en fait, on est amoureux, voilà. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et on a fait 2 enfants, et sur ma deuxième grossesse, j'ai écrit Les Chatouilles, le spectacle d'abord. Éric l'a mis en scène et Les Chatouilles c'est d'abord une pièce de théâtre, donc voilà, et ça a été un petit peu l'explosion théâtrale pour moi en tant qu'interprète et en tant qu'auteur du coup, parce que c'est vraiment mon premier écrit à la base et la première fois que je jouais un spectacle seul en scène pendant 1h45 et donc ça a été vraiment un truc qui m'a un peu propulsé dans ce métier. Et François Cros nous a proposé d'écrire le film et là on s'est mis tous les deux vraiment parce que le spectacle c'est Éric qui l'a mis en scène, donc c'est vraiment déjà un travail à 2 têtes en fait. Et tout de suite on a vu qu'on était fait pour bosser ensemble. Et donc évidemment on ne s'est pas posé la question quand on nous a proposé d'écrire et d'adapter Les Chatouilles au cinéma, c'était évident qu'on allait tout faire ensemble. Voilà, c'est à peu près mon parcours. Oui, alors mon parcours, j'ai appris à danser très tard. le tango. Non, mon parcours, il est au niveau théâtral. J'ai commencé par le théâtre avec la Ligue d'improvisation, c'est-à-dire que j'ai fait le cours Florent, je suis resté 1 an et puis je devais rester 2 ans à la classe libre. C'est la première année de la classe libre et puis en fin de compte je suis tombé sur les matchs d'improvisation et là je me suis dit il faut que je vive cette aventure complètement et je suis donc parti complètement du cours Florent pour aller complètement dans l'improvisation. Après, en partant de là, j'ai écrit un premier spectacle
que j'ai joué au Splendide, et ensuite j'ai fait le parcours un peu de tous les comédiens, c'est-à-dire du cinéma un peu, du théâtre et puis de la télé, et pour me retrouver à aller vers la mise en scène, mais aussi tardivement, parce que c'est une prise de confiance qu'il faut avoir pour aller vers la mise en scène. Il faut une capacité plus, je sais pas, moi je l'avais pas au départ, et puis je me suis retrouvé à faire un spectacle, et puis comme disait Andrea, là il y a un moment donné où les rails se sont rejoints et on s'est retrouvé sur une comédie musicale, et puis là on a voulu écrire, et puis on a écrit ensemble. Voilà le parcours, tout le reste elle l'a dit, parce qu'à partir du moment où on rejoint les lignes, c'est les mêmes, mais j'ai un parcours qui était plus de comédien et d'auteur. J'avais écrit pour la télé aussi un petit peu des épisodes de séries ou de choses comme ça, mais pas pour le cinéma. Alors j'étais très cinéphile, et je le suis toujours, mais j'étais pas du tout dans l'optique du cinéma. Et lorsque vous avez commencé à écrire, toi, tu avais cette idée de cinéma où la pièce, tu voulais vraiment faire une pièce? Non, d'abord, dans laquelle tu jouais. c'était une pièce. En fait, on était profond. C'est con, hein, des fois, comme s'il y avait des clivages. C'est vrai que le cinéma, on n'avait jamais pensé à ça. On est hyper cinéphiles pourtant tous les deux, mais nous, notre outil, c'est le spectacle vivant, ça a toujours été. Et il y a quelque chose où tu te poses pas la question, puisque ça marche dans un endroit, et on travaille beaucoup et tout ça. Et donc, évidemment, à notre sens, Les Chatouilles, c'était un spectacle qu'il fallait d'abord être. C'était le théâtre. Et en plus, j'avais le fantasme aussi technique de pouvoir, de faire un spectacle seul où j'interpréterais tous les personnages. J'avais vu Éric le faire dans un spectacle qui est Un monde fou. Où c'était extraordinaire ce qu'il faisait, et je me disais, oh là là, j'adorerais en tant que comédienne pouvoir techniquement accéder à cette virtuosité. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé à la base Les Chatouilles. C'était vraiment un spectacle. Après on a non, mais en plus ce qui est vrai, c'est que d'abord, c'est vrai ce que dit Andrea, on n'a pas pensé au passage au cinéma parce qu'il y a une forme de clivage, et la deuxième chose parce qu'il est évident que même si c'est une toute petite salle, ce qui n'était pas le cas là, mais une salle de 50 places, vous pouvez toujours, pas très facile, c'est plus facile de monter un spectacle de théâtre que d'aller voir un producteur en lui disant voilà, on a un film. Donc même si on avait joué au Poisson de la Écarlate à Avignon dans une salle de 12 places, on aurait peut-être pu le monter. Non, mais de toute façon, on l'a monté sans aucun budget, sans rien. Personne ne voulait nous suivre sur cette histoire de pédophilie. On a même fait du crowdfunding. Personne n'avait vraiment envie d'entendre parler de ça, hein, franchement. Hein. Même si on disait il y aura quand même de l'humour. On n'arrêtait pas de le dire. Ouais, il y a de la danse, il y a de l'humour. Il y a de l'humour dans un film sur la pédophilie. C'est un truc sur une pièce. Sur une pièce, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir et tout. Et les gens disaient ouais, non, mais il y a personne qui viendra voir ce spectacle. Donc en fait, on a travaillé tous les deux sur nos heures de on n'était pas payés, on n'était rien. Enfin, on a d'abord monté le spectacle et ensuite on a fait un petit financement participatif, comme dit Éric, pour pouvoir se financer un Avignon. Sur cet Avignon-là, Éric a renoncé à ses droits de mise en scène. Moi, j'ai renoncé à mes droits d'auteur. J'étais payé 70 € brut, le cachet minimum, pour pouvoir jouer. Pour être assuré, en fait, concrètement, parce que s'ils avaient pu ne pas me payer, ils l'auraient fait. Et du coup, c'était vraiment le minimum. Enfin, je veux dire, on l'a fait juste avec l'huile de coude, quoi. Après, le film, c'est autre chose, parce que François Cros est venu voir le spectacle à Avignon. Après, c'est une rencontre de planètes. C'est vrai que c'est très difficile quand on parle du film des Chatouilles, parce que j'ai l'impression à chaque fois que j'en parle qu'on n'est pas le bon exemple. Parce que un producteur de cinéma qui vient voir une pièce de théâtre à Avignon, déjà, je trouve ça c'est très rare. Deux, qui voient la pièce et qui ne nous disent pas 1200 spectacles. Je pense que ça pourrait faire un truc intéressant, je vous laisse ma carte, écrivez le scénario et puis on verra plus tard. Ça m'aurait paru logique, mais là on tombe sur un gars qui nous fait on se voit demain, parce que si les droits sont pas pris, moi je le signe. Ouais, il appelle Denis Pinot-Valenciennes, son associé, qui descend immédiatement à Avignon, qui vient voir le spectacle dans la foulée, et on se retrouve à faire un rendez-vous alors qu'on était là, attends, on s'emballe pas, on sait commencer. En plus, il va certainement vouloir prendre les droits de l'histoire, le donner à un réal confirmé, un scénariste confirmé, une actrice confirmée. Enfin voilà, nous on n'avait rien fait. Et on se retrouve avec des gars qui nous disent bon, vous avez déjà écrit un scénar ? Non, super.
vous avez déjà réalisé? Non, super, on adore réaliser, on adore J'ai 2 films de vacances super avec les enfants, c'est magnifique. On a des conneries sur YouTube qu'on va effacer d'ailleurs, et puis Andrea, t'as jamais joué au cinéma, mais on s'en fout en fait, parce que y a que toi qui peux jouer aux dettes, puis on va t'entourer de têtes d'affiche, on se débrouillera. Tu fais OK. Donc ça fait, on est limite success story, mais pas du tout la réalité que je connais, parce que j'ai pas mal de copains qui sont réalisateurs ou auteurs et qui vont mettre 10 ans à monter leur film. Donc c'est vrai que là j'ai la chance, d'ailleurs, je dis ça parce que c'est vrai que c'est fabuleux. J'ai un copain qui est réalisateur, qui est Christophe Lemann, et qui ça fait 10 ans, il a fait des courts-métrages et il a eu des prix, et il a mis plus de 10 ans à monter son film. Et coup de chance extraordinaire, il l'a tourné la même année que nous on tournait Les Chatouilles. J'étais tellement content. Et on a choisi un acteur en commun, c'est quand même ouf en plus. Et en plus on a un acteur en commun sans se consulter. Donc c'est fabuleux, mais il y a un grand écart. Pour revenir à la pièce, c'est un sujet, si on peut le dire, c'est ton histoire. Comment est-ce que toi, alors que tu dansais, est-ce que c'est quelque chose que tu dis un jour je vais écrire cette histoire, un jour je vais la raconter, ou est-ce que tu as rencontré Eric et tu t'es dit on va jouer, et puis petit à petit vous deux vous avez dit tiens, si on racontait cette histoire, comment ça s'est passé? C'est hyper complexe en fait, tout le parcours psychologique autour de ça. Quand on était violenté sexuellement dans l'enfance, d'abord des gens le cachent, on a honte, on se sent nul, voilà. Bon, moi comme je vous ai dit, c'était la danse, donc avec la danse j'exprimais énormément la colère, la violence, toutes les choses l'injustice, toutes les choses qui m'animaient. J'étais très en colère contre la vie et contre mon entourage et contre moi-même. Et du coup j'ai mis du temps quand même déjà, et pourtant étrangement dans le paradoxe, j'avais porté plainte, on allait en cour d'assises, l'agresseur a été condamné, il y a des choses hyper structurées comme ça, et pourtant j'avais toujours aussi mal. Et quand j'ai rencontré Eric, j'étais vraiment au bout du rouleau en fait. J'étais vraiment très mal, je veux dire, j'étais vraiment quelqu'un qui pouvait, ce que je racontais, d'ailleurs ce qu'on raconte un peu dans le film, c'est qu'on peut tomber dans des addictions extrêmes. J'avais des pulsions de mort et de violence qui étaient immenses. Je veux dire, je pouvais me dire tiens, ce soir je vais tellement boire que je vais pouvoir me jeter sous le métro, des trucs de fou quoi. Et quand j'ai rencontré Eric, on se rappelle même plus quand est-ce qu'on s'est parlé de cette histoire-là, de mon enfance. On n'arrive même plus à se souvenir. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a l'amnésie post-traumatique pour la victime, mais il y a aussi pour les accompagnants, parce que sincèrement je pense que c'était un tel choc que j'ai effacé de ma mémoire le jour où elle m'en a parlé. Je lui ai raconté tout ça, et en même temps je lui ai raconté aussi toutes les choses absolument des fois presque drôle, c'est pas le bon terme, mais voilà, par exemple quand tu arrives dans cette famille d'accueil et qu'il y a une chambre noire, bon, c'est pas normal, et pourtant ça m'est arrivé, et c'est des choses où on s'est dit, Eric me disait mais putain, mais ton histoire elle est tragique, et en même temps c'est des fois tellement drôle, tellement improbable, c'est un peu fou, et puis peut-être que tu devrais la raconter parce que t'assimiles les choses et t'arrives à intellectualiser les choses, et peut-être qu'il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc c'est Eric qui m'a poussé à prendre mon crayon et à écrire, et en plus de ça, comme j'étais enceinte de mon deuxième enfant, qu'on a fait 2 enfants d'affilée, il y a un moment j'en avais marre d'être immobilisée et tout, même si j'étais hyper contente de faire mes enfants, mais il y a le moment où t'es danseuse, comédienne et tout, et puis d'un seul coup tu te dis en fait je peux pas aller sur scène, je sais pas, qu'est-ce que je fais, j'écris quoi. En plus j'avais précisé, et je le crois franchement, ma devise est toujours de me dire n'attends rien, personne viendra te chercher, fais-toi, parce que personne viendra te chercher. Elle est totalement nulle mon idée, puisque c'est François Cros et Pinot et Denis qui sont venus nous chercher à Avignon, mais que le film, mais voilà, dans l'absolu, ne faire confiance, ou pas faire confiance, mais n'attendre rien. Il faut y aller, et que c'est vrai que c'est difficile d'écrire un scénario quand. Et d'ailleurs, j'avais écrit 2 pièces, et j'avais écrit une autre idée de scénario. Ça s'est jamais fait, mais c'est pas grave. Dans le tas, il y a une carte qui est sortie, c'est déjà extraordinaire. Mais en même temps, vous aviez déjà fait le plus grand pas, puisque vous aviez une pièce de théâtre qui tournait, qui était les critiques étaient extraordinaires, c'était déjà un petit bijou en soi, donc quelque part je trouve ça
non, enfin normal et bien, mais qu'à un moment quelqu'un, un producteur ait le flair et tombe dessus et dit ouais, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien avec ça. Enfin, quelque part, je le comprends, mais, c'est un challenge aussi. Vous aviez quand même fait le plus gros, c'est-à-dire de convaincre qu'il puisse y avoir des spectateurs sur une histoire comme ça. Exactement. Donc la prise de risque, elle était quand même chez vous et dès le départ, quoi. Est-ce que vous avez douté quand vous avez commencé à écrire votre histoire en se disant mais est-ce que ça va pouvoir se faire, est-ce que ça va intéresser les gens, la pièce ou le film? Je parle de la pièce. Oui, mais en fait on s'est pas posé la question, c'est juste il fallait l'écrire, quoi. Et d'abord j'ai écrit un énorme récit comme ça, après on est parti sur des travaux d'improvisation, et c'était assez drôle parce qu'Éric a cette faculté, c'est vraiment un acteur exceptionnel, je le dis. Il est vraiment virtuose dans le fait de jouer avec le rien, d'interpréter très aisément des personnages, leur trouver une couleur tout de suite, etc. Moi je suis plus chorégraphique, il y a un truc où lui il a le truc hyper instinctif. Moi j'étais un peu plus. En même temps, ce qui était très bien, c'est que j'avais déjà travaillé sur des spectacles où il n'y avait pas grand chose sur scène, et j'avais toujours à un moment donné un comédien ou une comédienne qui me disait écoute, oui mais là Eric ça va trop loin parce que c'est ton univers, c'est ta façon de faire, mais là vraiment j'arrive pas à maîtriser la chose. C'est chacun son truc, mais là ça venait de l'impro parce que j'étais tellement habitué à fonctionner avec le rien. Et ce qui était fabuleux avec Andrea, c'est que je retrouvais la capacité de le faire, mais par le biais de la chorégraphie. C'est-à-dire ce que moi je pouvais inventer et dire tiens ouais, alors à ce moment-là elle prend le verre, elle fait ça, et là et puis il ouvre la fenêtre, je le mimais ou je le faisais comme ça d'instinct. Et là j'avais quelqu'un qui était capable de dire tu le mets où? Alors je disais ben non là c'est un peu trop tac, d'accord là c'est la bonne distance. Et après je voyais quelqu'un qui avait repéré chorégraphiquement exactement le parcours. C'est d'abord passé par le corps et ensuite d'ailleurs je me suis laissé complètement surprendre même par rapport au jeu. Tout passait d'abord par le corps et après je me suis laissé surprendre par l'émotion et des fois je disais putain qu'est-ce qui m'arrive, et j'étais en train de jouer le truc et je dis merde parce que ça y est ça passait, et ce qui est un peu le cas de notre film en fait. Il passe d'abord par les tripes et ensuite beaucoup plus tard il vient au cerveau, mais en fait on voulait faire un outil qui passe d'abord de manière sensorielle un peu bizarre, que ça provoque des choses où on se dit bah attends c'est presque maladroit et en même temps ce sont des vrais partis pris, et que ça fasse un truc bizarre dans le ventre pour ensuite l'analyser, mais beaucoup dans un second temps. Et c'était un peu comme ça en fait tout le boulot, tout notre boulot quoi. Alors du coup au début du film il y a une danse, c'est pour ça que ça s'appelle Les Chatouilles ou la danse de la colère. Est-ce que cette danse, tu l'as écrite avant d'écrire la pièce ou c'est venu au moment où tu écrivais la pièce? La danse, le premier plan. Le premier plan du film, oui. Le premier plan du film. En fait, j'improvise toutes les danses. D'accord. Pas du tout, c'est extrêmement chorégraphié. Non, parce que quand tu dis on passe quelque chose de physique à quelque chose d'intellectuel, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on commence par cette danse et on regarde le premier plan du film, on dit waouh. Déjà à la fin du générique, on en a pris un gros pain dans la gueule, quoi. Et après, on dit bon bah maintenant on va commencer le film. Bon d'accord, maintenant on s'assoit, on est tranquille, on va commencer le film. Oui, c'était d'abord ces boîtes noires, ce qu'on a appelé nous les boîtes noires dans notre jargon là, de mise en scène du film, sont les strates de la mémoire en fait. On voulait faire aussi un peu un hommage à la mémoire, notamment parce que comme je disais tout à l'heure, et ce qu'Éric a évoqué, c'est que quand on est victime de violences sexuelles, même des fois qu'on est accompagnant, qu'on en parle, tout ça c'est tellement violent qu'il y a un truc qui s'appelle l'amnésie traumatique. En fait, on planque les traumas dans un petit coin de cerveau qui s'appelle la mémoire traumatique. Puis un jour ça revient un peu comme ça, on se dit putain en fait qu'est-ce qui m'est arrivé, il y a tout qui revient hyper précisément. Et de faire ces strates, la boîte noire, c'est un peu quand Odette se retrouve avec elle-même dans sa tête et dans son malaise ou dans des choses plus positives aussi. Et pour revenir à cette histoire de danse, pourquoi justement c'est improvisé, c'est parce que je ne le pense pas en termes de mouvement, mais je le pense en termes de ressenti. De ressenti et d'émotion. Et du coup, je ne peux pas écrire en fait cette danse. Comment s'est passée la phase d'écriture entre la pièce et le film? Parce qu'en fait, quand on revoit le film, on ne perçoit pas la pièce de théâtre. Alors que souvent, quand on a une pièce adaptée, il y a encore des éléments qui restent perceptibles. Est-ce que ça a été difficile de vraiment de le gommer et comment se repasse la deuxième phase d'écriture pour s'abstraire de ce premier déjà on était à une autre étape de notre vie. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui avaient avancé depuis l'écriture de la pièce, donc
et puis il y avait une réflexion d'Éric et moi sur mon vécu, mais qui était déjà devenu un outil, qui était déjà quelque chose que j'avais dépassé grâce à la pièce et grâce aux on était déjà plus en regard. Donc on s'était quand même distancié pas mal. Et du coup, on avait envie de parler d'autres choses. Donc, par exemple, développer le père. Dans la pièce, il est presque inexistant. Là, le père est totalement là. Ou dans la pièce, la mère est tout le temps avec Odette chez la psy, par exemple. Et là, on s'est dit non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Parce que si vous n'avez pas vu la pièce, c'est savoir que dans la pièce, la psy est représentée par une chaise. Donc, elle n'est jamais là. Enfin, c'était un peu pour nous le challenge, c'était de se dire, pour les gens qui avaient vu la pièce, c'est de se dire, bon, ils ont tous imaginé une psy, là, ils vont la voir vraiment. Bon, va falloir qu'elle ait une universalité, ce que fait Carole Franck est parfait. Et c'est vrai que bon, on est reparti de la base de l'histoire, et après de la pièce, et quelque part on gommait à chaque fois, on réessayait de voir qu'est-ce qui nous paraissait logique dans la vie de la vie, et qui n'était pas qui ne fonctionnait que dans la pièce. Et à chaque fois on repartait dans le schéma, mais le schéma lui-même, au départ on est parti sur le même schéma, puis après on changeait on déstructurait les choses. Puis il y avait des trucs dont on avait vraiment envie de parler, qu'on pouvait pas faire dans la pièce, et on s'est dit bon, là il faut on va développer ça, et puis on savait aussi qu'il fallait pas faire un copier-coller, quoi. C'est rarement réussi quand ça se passe comme ça, donc on a tout remis en question, tout. Et dans la pièce, si j'ai bien compris, c'est toi qui joues tous les rôles. Ouais. Donc lorsque vous avez écrit la pièce, en fait vous écriviez, si j'ai bien compris, vous écriviez des scènes. Et vous les testiez tout de suite, en fait. Elle montait, elle écrivait, elle me montrait. J'avais un rôle extraordinaire, très bien. Elle me montrait la scène, et là je lui disais ça, là c'est un peu lent, là c'est un peu truc. Ça, garde-le, c'est super, c'est génial. Voilà, mais retravaille cette partie-là, puis essaye de trouver quelque chose d'un peu plus péchu là-dessus. Voilà, je vais me faire un café. Allez, salut, à tout à l'heure. Moi je bossais 2 heures, et puis je l'appelais. Bon, écoute, je crois que la scène est prête, vas-y, viens voir. Voilà, et là je revenais, c'est ouais, mieux. Super, mais alors des structures, ça tu le mets à l'envers. Ça, ce qui serait super, c'est que tu vois, et là t'accélères. Salut. Regarde. Donc du coup vous aviez déjà un matériel qui était quand même... Oui, parce que ce que dit Andrea, c'est que par rapport le film, il y a plein de choses qu'on a changées ou rajoutées, mais dans la structure de ce qu'elle avait donné de la pièce, il y a une bonne partie qui y était, mais ça faisait un volume comme ça, on n'était pas en train de vouloir faire une pièce de 5 heures, donc c'était pas le Mahabharata, donc on a décidé que on mettait de côté, et on est revenu chercher ces idées, ces choses dont on avait envie de parler, en se disant là on va les mettre. Parce que les flashbacks, parce que le film est fait en flashback, parce que ça se passe à l'heure actuelle, au moment où tu décides d'aller chez la psy pour essayer de balancer le truc. Voilà, de le sortir au moins. Ouais. Et après on a des flashbacks sur ton enfance, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà dans la pièce, ça ? À la pièce, oui, ça y est, oui. D'accord. Ça y était. Ouais. Ce qui n'existait pas, et sur lequel on s'est vraiment amusé à travailler, c'était vraiment les passages de séquences, parce que là on passait d'un noir avec une musique ou des changements de personnages très très rapides, mais on n'avait pas l'image. C'était il faut savoir que la mise en scène d'Éric sur le spectacle, si tu veux, il y a quand même très peu de noir, ce qu'on appelle le noir, vraiment extinction de lumière, et on change de séquence. Non, en fait, hop, d'un seul coup, ça pouvait faire ça, et d'un seul coup je change de voix et on est ailleurs, ou d'un seul coup c'est Odette va dire tiens, tu te souviens pas, maman, tu te souviens pas, Odette, j'en ai marre de voir ta chambre dans cet état, c'est quand même grave qu'à 9 ans on sache pas faire son lit ou mettre des livres sur une étagère, regarde plus la chaussette par terre. Voilà, on passait du personnage de la fille à et on la s'est mère dit à la fille. Il faut garder ça dans le film, le moment où en fait on n'interrompt pas. Alors il y a des fois c'est très cut de manière volontaire, mais on a voulu à chaque fois, puis une porte on y va, ou d'un seul coup que les transitions soient hyper fluides, et c'est aussi tout cet hommage à la mémoire où
où il y a des trucs qui reviennent et on contrôle pas tout et ça se mélange avec le présent et des fois on est un peu paumé dans, vraiment, dans on a sa essayé réflexion. on voulait garder cette espèce de fouillis mental qui ne se structure que progressivement. Mais vraiment, au début, pour nous, il fallait qu'il y ait ce fouillis mental que peut avoir d'une victime qui va mélanger des petites choses pas très importantes avec des grandes choses, avec des moments et qu'on comprenne pas. Comme le moment où elle va porter plainte, par exemple, on l'a hyper cuté. À la base, on avait vraiment filmé une scène et on s'est dit mais en fait ça marche pas du tout. Alors que dans le spectacle ça cartonne, cette scène-là cartonne. Et là dans le film on dit hop là ça va pas être possible, on peut pas monter ça, il faut trouver un autre moyen. Et du coup on est reparti sur ce concept des flashs et de tout ce truc connecté à la mémoire. Tu vois, des fois tu es là, puis d'un seul coup je vais me souvenir de ce qu'on est en train de vivre, et puis je vais avoir le souvenir de le placement de cette paire de lunettes sur ce portable. Tu vois, des flashs comme ça qui n'ont des fois pas de sens, où tu entends juste la voix de quelqu'un qui est en train de discuter, mais l'image n'est pas en rapport avec. Tu vois, c'est vraiment, vraiment un hommage à la mémoire. Et on voulait. C'est tout. Enfin, le film est un bordel organisé, un bordel structuré. Il y a un squelette hyper réfléchi et vraiment structuré, encore une fois. Et autour de ça, on a voulu la complexité de quand tu te construis, que tu n'y arrives pas totalement, et puis au bout d'un moment tu y arrives, mais tu es passé par plein de moments où tu es paumé, quoi. C'est exactement l'hommage à ça qu'on a voulu faire avec ce film, quoi. Moi, j'avais une petite question justement concernant l'écriture et le montage, parce qu'effectivement, c'est un film qui est extrêmement bien rythmé. On perçoit super bien moi, j'avais isolé comme ça 4 différentes phases, puisqu'il y a les flashbacks, mais il y a les flashbacks sublimés, et il y a les boîtes noires. Et donc, en fait, on navigue entre le moment présent, ces 2 éléments sublimés, et les vrais flashbacks et les boîtes noires, et la danse. C'est parfaitement orchestré, en fait. On passe vraiment très clairement de l'un à l'autre. Mais qu'est-ce qui est dû au montage ? Est-ce qu'au montage, il y a eu comme ça de l'écriture, ou est-ce que c'était parfaitement orchestré dès le départ ? Tout ça, c'était orchestré au départ. Après, ce qu'on a eu avec Valérie Decesne, parce que c'est une sacrée monteuse. C'est un génie. C'est un génie. C'est simplement que on a pu aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'avec l'outil du montage, on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments qui nous permettaient de rendre encore plus fluide ce qu'on avait déjà fait. Mais il faut savoir que quand on a écrit le film, on a vraiment écrit, évidemment comme tout le monde, version, je sais pas combien d'ailleurs on a fait de versions. Mais, 14. On a fait toutes ces versions, et à l'intérieur des versions, on a fait notre découpage de plans, on l'avait déjà avant de tourner, et on avait fait nos storyboards qu'on avait avec des dessins magnifiques, de nous qui dessinions, alors avec des magnifiques crayons de couleur, enfin bon, mais on avait vraiment extrêmement structuré le film, parce qu'on s'est dit plus on le structure, plus on va pouvoir déstructurer, mais au moins on sera sécurisé à mort. J'aime beaucoup parler par image, mais c'est vrai que c'était un peu l'impression pour moi d'aller faire du hors-piste, mais je sais que j'ai ma gourde d'eau, j'ai mon machin, j'ai mon bidule. Je vais peut-être pas utiliser tout, mais en tout cas j'ai tout. Est-ce que les producteurs, quand ils sont venus vous voir à Avignon, et voilà, tu sais pas écrire un scénario, c'est pas grave, tu sais pas réaliser, c'est pas grave, voilà, et puis de toute façon vous allez faire quand même. Mais est-ce que à ce moment-là, ils vous ont dit, ils vous ont donné carte blanche et vous écrivez comme vous voulez, absolument ce que vous voulez, ou ils vous ont dit, bon alors on voudrait plutôt que ce soit comme ça, on voudrait. Non, je veux dire, est-ce que vous pouvez peut-être enlever ça ? On est vraiment une success story, on n'est pas du tout le bon exemple, je vous jure. C'est juste énorme. On a été accompagnés avec une humanité et un respect de nos idées. Même ce qui était incroyable, c'est que des fois ils lisaient le scénar et tout, nos idées de mise en scène, ils disaient c'est super casse-gueule, hein. C'est super casse-gueule les mecs. Vous êtes ouais mais non, on y tient vraiment. Ok. Par super, exemple, il y a des scènes bien avec la psy, que ce soit avec pour ceux qui ont vu le film, et le bureau à l'extérieur, là, dans la première scène où la petite est ramenée à son père à la maison, et puis après on a sa panote et on se retrouve avec le bureau de la psy dans le jardin. La psy. C'est vrai que ça, tous les deux, on pourrait quand même faire une version où on tourne dans le bureau, mais on n'est pas obligé de s'en servir. C'est juste par sécurité, si vous vous rendez compte.
raconte qu'au montage ça marche pas. On dit non parce que c'est la nature de notre film. En fait. C'est ça, ce sera ça. Et si on fait autrement, on va pas se sentir bien. On l'assume. Et on veut pas lisser, voilà. Ça. Et il n'y a pas eu un seul combat. Il y a rien du tout. C'était ils ont dit ok. Mais je comprends à partir du moment où tout est motivé et justifié. Moi, je comprends en fait. Hein, c'est une success story, mais en même temps, c'est un cas tellement à part. Enfin, c'est votre histoire. D'ailleurs, il y a le personnage dans l'histoire qui représente un petit peu aussi votre rôle. En fait, moi, je me mets dans la peau d'un producteur avec une histoire aussi dure. Je me vois pas être intrusif et donner des conseils et dire vous devriez faire ci ou ça. Ils étaient intrusifs sur une seule chose, c'est que ils auraient jamais été intrusifs sur le fait de nous dire. Parce que je vois pas comment on peut le faire. En fait, nous on fait confiance ou pas quoi. Non, ils pouvaient nous faire confiance sur le propos, sur le texte, parce que dire mais attends, qui va remettre en question ce qu'on est en train de dire. Par contre, c'est sur la forme. Sur la forme, ils pouvaient dire non, écoutez, là je vous assure, c'est casse-gueule. Ça tournez-le normalement, parce que vous serez pas obligé de le monter. Voilà. Vous n'allez pas me dire que les boîtes noires ça fait partie de votre vie réelle. Donc la boîte noire, moi personnellement, pas du tout. Ils étaient totalement ouverts sur la forme. Et ça, ils ont été très à l'écoute. Hein, je leur reconnais un truc fabuleux parce que et même sur le tournage, on avait quand même des gens comme Pierre Haïm qui avait notre chef-op qui était quand même le chef-op de la haine et le chef-op de police et le chef-op de le Caire confidentiel. Le Caire confidentiel. Bon, il y a un parcours derrière où on se dit bon, quand on commence à dire on voudrait faire ça et mettre là, si il pourrait très bien faire. Écoutez, moi je dis c'est là et c'est pas là-bas parce que pas du tout, mais avec aucun ego, on avait une équipe extraordinaire et c'est vrai. Vous êtes sûr? Voilà. Ok, on essaye. Mais d'accord, mais pourquoi pas? Mais c'est vrai que je le dis vraiment je le pense pour l'écriture comme pour le film lui-même. Je mets ça en avant et je crois que je le ferai mettre un jour sur la plaque de la pierre tombale. C'est vraiment il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que quand on disait on va mettre la caméra là et on a envie de la mettre comme ça, puis ça fera ça comme mouvement, puis ça fera ça. C'est vrai qu'il y avait des doutes sur ils disaient bah écoute ça se fait pas vraiment parce que tu vois je pense franchement qu'il faudrait non, on s'en fout de la règle, moi je m'en fous. Le jour, je pensais à ça parce que je voyais la présentation du film de Jean-Paul Belmondo et Anna Karina dans la voiture où il se tourne et il fait à qui tu parles là? Bah, je parle au spectateur. J'ai dit bah ouais, le jour où il a fait ça, je pense qu'il y a la moitié des réalisateurs qui ont fait non bah là c'est n'importe quoi. Enfin, attention, on se compare pas. Hein, non, c'est pas ça, mais je dis il y a pas de règle, il y a toujours quelqu'un qui invente une règle. Bah, nous on se disait on invente notre règle. Maintenant on s'en fout. En tout cas on fait ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire ce qu'on veut. Et la seule chose, c'est que ce soit de se dire, est-ce que ce sera lisible? Oui, ça nous paraît lisible, donc c'est bon, on l'assume. C'est une question de justification aussi. Voilà, est-ce que c'est justifié? Pourquoi? Parce que on peut poser la question aussi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Bah, c'est parce que je veux montrer ça. Ah ouais, donc oui déjà là, donc c'est le moment où on fait voler. Est-ce que c'est lisible? Le moment où on est dans un film quand même réaliste. Alors à part comme tu dis, on commence par une boîte noire où je danse, donc évidemment on est quand même dans un truc où on dit ok, il y a un délire. Réaliste. Mais non, mais bon après on attaque quand même des scènes assez réalistes et tout. Puis d'un seul coup on fait voler Odette quoi. Et on fait voler Odette. Évidemment ça peut paraître complètement ouf. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi d'un seul coup elle vole? Mais on le justifie par oui, mais c'est parce qu'elle fait, comprenez, elle fait une thérapie, elle est en train de raconter ses bons souvenirs, et elle se souvient des meilleures choses qu'elle a vécues dans son enfance. Vole, chérie, vole. Et voilà, on avait envie de garder aussi cet onirisme et cette folie et ce truc qui est pas logique, et on s'en fout en fait. La vie des fois elle est pas logique. En tout cas, ce qui se passe dans notre tête des fois n'est pas logique. Et on voulait vraiment retranscrire ça dans le film, quoi. Et parce que encore une fois, la logique de notre illogisme. Ouais, non, mais en plus, encore une fois, dans la pièce, évidemment, le fait que j'interprète tous les rôles et tout ça, il y avait forcément l'onirisme et la poésie, elle venait aussi de ça. Et la mise en scène d'Éric avec rien, et juste des lumières, et juste cette chaise, et donc ces trucs où d'un seul coup le son évoluait, paf, on repartait d'ailleurs, et le code était compris par le public, etc. Là, il fallait retrouver, d'un seul coup, on ne pouvait pas faire un récit linéaire de cette histoire, ou un récit hyper naturaliste et tout, même si j'adore ce travail-là, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on voyait notre film, et ce n'est pas comme ça qu'on voyait cette histoire. Peut-être qu'un jour, on fera un truc d'un point A à un point B, et puis ça sera assumé en ce sens et tout. Dans cette histoire-là, c'était impossible autrement, parce qu'il fallait qu'on récupère l'onirisme et la poésie qu'on avait mis dans le spectacle. C'est pour ça que un jour, on fait un film, j'ai fait « Ah, ça va être dur !» Non, c'est pas sûr, avec nous, c'est pas sûr, le côté A, B...
J'avais une petite question concernant le personnage de la mère. Est-ce qu'il a beaucoup évolué entre la pièce de théâtre et le film? Et comment vous la... Pas tant que ça? Non, en fait, dans le spectacle, elle est totalement dans le déni aussi. Enfin, dès le début, c'est quelqu'un qui minimise énormément ce qui est arrivé à Odette, et puis ça l'impacte pas plus que ça. Elle trouve un peu chiant même qu'elle en parle autant, qu'elle soit aussi mal. Mais sauf que dans la pièce, je te dis, elle est chez la psy avec Odette tout le temps. Et là, on l'a pas joué comme ça dans le film. Odette est toute seule. Donc non, c'est le personnage du déni. De toute façon, on pouvait pas parler de pédophilie sans parler aussi du déni familial. Il y a toujours quelqu'un dans la famille ou une partie de la famille ou tout de la famille qui préfère fermer la porte à la personne qui a été victime parce que ça fait mal, parce que c'est trop sale, parce que ça fait chier, parce qu'il faut se débarrasser des choses qui entachent trop les réputations. Et donc ce personnage-là, il fallait, oui, c'était la nature qu'on lui avait donnée depuis du début. Non, je vais simplement dire, c'est vrai que encore dans le côté success story, quand on avait écrit la pièce, à un moment donné avec Andrea, on a évidemment déliré comme ça en se disant oui, et puis après après la pièce, ce serait un gros succès la pièce, et puis après un gros succès, on fera un film, et puis Karine Viard dans le rôle de la mère, mais je vous jure que c'est vrai ça. On faisait les cons dans notre vie le soir. Voilà, il y aurait la mère, Karine Viard, et bon, donc après quand il y a eu Karine, évidemment, on a écrit, on a continué à peaufiner la chose par rapport à Karine, parce que c'est vrai qu'on l'avait dans la tête depuis le début. Et alors du coup, à voir ce scénario, du coup, quand vous l'avez donné à lire, est-ce que ça fait l'unanimité? C'est-à-dire est-ce que les gens vous disaient pas, les comédiens par exemple, est-ce que il y a des petites choses à réécrire? Je pense que mon personnage... Non, alors en fait on a eu de la chance, encore une fois les planètes étaient alignées, c'est-à-dire que comme François et Denis avaient été voir le spectacle à Avignon donc en juillet 2015, nous tout l'automne qui a suivi, on bossait sur d'autres trucs, mais tout l'automne qui a suivi, on a écrit le scénar. Et moi je reprenais le spectacle en janvier à Paris, pendant 6 mois. Et donc si tu veux, le scénario était fini fin décembre. On était sur une version quand même... Une version vraiment lisible. Je veux dire version 10 par exemple, on en a fait 14, mais on est version 10, on peut le donner à lire. Et du coup, ce qu'on faisait techniquement, c'est que les gens venaient voir le spectacle. Donc ils comprenaient notre délire, comprenaient évidemment la nature de l'histoire, mais ils comprenaient aussi l'onirisme et un petit peu la folie du truc, puis le rapport à la danse, donc au corps et machin. Et le lendemain, s'ils étaient d'accord de lire le scénar, ils lisaient le scénar. Mais du coup, ça impactait beaucoup plus au niveau de la logique, parce qu'ils avaient vu le spectacle juste avant, et ils comprenaient du coup les transitions, les flashbacks, comment on revenait, le c'est vrai qu'on aurait présenté que le scénario, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Certainement. Beaucoup plus dur, parce qu'on se serait retrouvé avec des pages de didascalie à essayer de leur expliquer. On nous aurait jamais donné le temps d'expliquer tout le principe, tandis que là, ils l'avaient en phase 2. Et en plus de ça, c'était l'explication de texte en fait. Voilà. Ouais, puis en plus, on nous disait le scénar ne doit pas excéder 100 pages. On disait putain, mais... il a fallu faire un truc de 90 pages, tu comprends, après 90 pages, personne le lit. Et en plus de ça, on avait 2 avantages, c'est qu'on leur présentait la pièce qui correspondait à l'univers de ce qu'on voulait faire dans le film, et en plus ils se retrouvaient dans une salle qui se terminait en standing ovation. Donc on avait tous les éléments pour faire, ouais quand même, merde, je veux bien lire le scénar, même si c'était pas du tout par rapport au scénar, parce que c'était une pièce de théâtre. Mais la sensation, elle était quand même, il y a peut-être quelque chose à défendre. Elle était liée. Et au-delà de la pièce, de l'outil, de la manière dont on voulait le tourner, de la manière dont on voulait l'écrire, il y a aussi ce sujet, quoi. D'un seul coup, ce sujet, que ce soit nos producteurs ou que ce soit les acteurs qu'on a sollicités ou les partenaires financiers, tous se sont dit effectivement il faut s'emparer de ce sujet pour défendre ça, c'est-à-dire il faut ouvrir les yeux, il faut qu'on avance, il faut qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice de la libération de la parole ou d'ouvrir un regard sociétal sur les violences sexuelles ou les violences en règle générale. Et du coup, tout le monde se sentait impliqué quand même dans tout ça. Et c'est peut-être le bon outil, en tout cas... un des outils qui va faire qu'on bougera peut-être un petit peu les choses, quoi. Justement, votre producteur, vous leur avez donné la version entre guillemets lisible, donc ils sont partis à la pêche au financement. Est-ce que vous avez eu l'impression que les financements étaient compliqués à trouver ou ça s'est fait très, très facilement? Alors, je vais dire une chose. La success story, si elle a existé, le seul endroit où on a eu
pas une difficulté, mais c'est vrai que ça a changé la donne au niveau du montage de production, c'est qu'on n'a plus eu le CNC. Donc ça on est passé en annexe 3 du coup. Alors, donc on est passé en annexe 3, pour ceux qui connaissent l'annexe 3, ça a petit budget du monde. Et c'est super parce que vraiment tout le monde nous a suivis, je veux dire, que ce soit Karine, que ce soit tout le monde, personne n'a fait ah non mais là c'est pas le cachet habituel. Non, tout le monde est rentré dans l'histoire. Donc ça, moi comme on venait pour la première fois dans cette histoire-là, on a vu quand même le poids de l'aide, entre autres du CNC. Donc on n'avait pas l'aide du CNC, on n'avait pas l'aide d'une région. On voyait bien que ça au début on a fait oh là là. En fait, au niveau argent public, personne nous a suivis, il faut le dire quand même. Sur un sujet qui a priori on pourrait se dire s'ils avaient pu soutenir, c'était quand même le bon endroit. On a eu Orange Studio, on a eu Canal, on a eu France 2. Il y a eu France 2 quand même. Mais enfin, oui, quand même, oui, France 2, voilà, c'est quand même plus de l'argent privé que de l'argent public. Voilà. J'avais une petite question concernant le dernier plan du film. Est-ce que c'est quelque chose qui a été présent dès le début sur l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose... Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a le côté acceptation. C'est vrai que le personnage, on le voit évoluer, on le voit redescendre, remonter, et on sent dans toute l'évolution du film que du coup Odette va mieux, qu'il y a des choses qui s'arrangent, qu'il y a une acceptation de soi. On le sent en fait, et donc du coup c'est quelque chose qui était vraiment, il fallait ce dernier plan. Mais il était d'abord Andrea l'avait écrit dans la pièce, donc il était déjà présent dans la pièce, et 2, on l'avait déjà voulu dans le film comme fin de film, et 3, on l'a même placé dans le plan de travail le dernier jour, la dernière scène. D'accord. Et autrement, c'est un peu chiant parce qu'on va spoiler un peu, mais. Non, faut pas. Mais non, mais sans dire vraiment, oui, ce que je vais pas expliquer la séquence, je vais pas expliquer la séquence, mais tu dis, oui, on la voit aller mieux, alors presque on n'aurait pas forcément eu à justifier le fait qu'elle. Bon. Mais pour nous, il était fondamental d'avoir cette dernière séquence parce que la clé de tout ça, c'est de retrouver l'enfant qu'on a perdu. D'accord. Et que c'est pas que aller mieux dans le sens général, elle va mieux. Non, c'est retrouver l'enfant que tu as perdu et lui dire que c'était pas de sa faute. Et du coup, être indulgent avec soi-même. C'était le message qu'on vous a donné, c'est dire soyez indulgent avec vous-même parce que si vous avez subi des trucs, n'importe quel trauma. Parce que c'est ça qui faisait, c'est qu'à la fin, on voulait l'universalité du trauma aussi. Exactement. Voilà. L'universalité du trauma, le moment où on a tous pas été aimés à un moment donné, on a tous été niés ou pas écoutés, on s'est tous cherchés dans nos constructions. Il y a toujours des moments où on s'est senti seul et mal aimé. Enfin, je veux dire, on l'a tous vécu ça. Et cette dernière séquence était fondamentale pour nous pour dire, en fait, retrouvez-vous et ça ira vachement mieux. Ceci dit, ce dernier plan est extraordinaire. Enfin, il est d'une émotion. Enfin, il est d'une émotion incroyable, quoi. Donc, mais c'est important dans l'écriture de savoir qu'il était là tout le temps. Il était là tout le temps, et vous dites, mais attention, l'émotion sur le tournage, parce que mettre cette scène-là, le dernier jour, le dernier plan. C'était notre dernier plan du tournage. C'était assez étonnant parce qu'il y avait un silence terrible. Et quand j'ai dit, parce qu'André était sur le truc, quand j'ai dit coupé, j'entendais la perche. Il y avait plus une mouche qui volait. Voilà, alors c'est fini, c'était le dernier plan d'Andrea. Il y avait une ambiance un peu spéciale. Et alors du coup, donc vous avez les financements, ça y est, même si c'est plutôt des financements privés que des financements publics. Vous cherchez votre équipe, comment ça se passe Alors l'équipe, il y a une partie en technique, en équipe. En technique et en casting aussi. Casting, on a vraiment fait passer un casting. Ouais. Il y a Emmanuelle Prévost qui est une super casting directrice qui nous a drivé. Et, elle avait des propositions tellement cohérentes. Alors il y en a qui étaient pas du tout. La petite Odette, elle est Odette, on l'a cherchée. Elle nous a présenté plein de gens. Trouver Odette, elle a un regard et une espèce des non-dits extraordinaires, quoi. Donc le sens de ses yeux. Après, il y avait vraiment des gens qui se sont imposés vraiment tout de suite. Pour ce qui est de Pierre, il vient aussi du théâtre. Alors, je le connaissais un peu du théâtre, et puis Andrea le connaît. Tu l'avais rencontré déjà ou Pierre Dadonche. Non, je connaissais pas. Pierre, moi je le connaissais du théâtre parce que j'avais. Pierre, c'est le feuille de l'agresseur. Oui.
Et Pierre, on lui a proposé. Il est venu voir les chatouilles au Châtelet. Ouais, il est venu voir les chatouilles au Châtelet. Bon, il a été un peu glacé, puis il savait qu'on allait lui proposer le rôle de Gilbert Miguet, donc. C'est pas simple quand même ce qu'il a joué, vraiment c'est pas simple. Mais d'abord on voulait un personnage, on voulait que ce personnage soit beau, charismatique, solaire. On voulait pas de l'imperméable avec libidineux. C'était pas ça. On voulait le monsieur tout le monde. Le gendre idéal. Le gars, vous dites ce qu'on dit à un moment donné dans une des scènes. Attention parce que dans la piscine, il y a un ami du père qui dit dis donc fais gaffe parce que je trouve qu'il est très très proche de ta fille. Et lui il lui dit ça va, t'es malade ou quoi, t'es bourré. Tu ferais mieux de faire gaffe parce que par contre ta femme elle n'est pas insensible au bonhomme. Et c'était ce qu'on voulait. On voulait qu'on se dise non, il n'y a rien, c'est pas obligatoirement, il n'a pas une. Ce que dit aussi. Pas du tout la perversion de cet homme. Ce que dit Clovis en disant à sa femme mais tu sais toi comment ça s'habille un pédophile ? Tu sais comment c'est un pédophile ? Bah non, moi je sais pas. Et donc quand on a proposé ce rôle à Pierre Deladonchamp, il a longuement hésité parce qu'évidemment dans une carrière d'acteur tu peux être vite catalogué, surtout en France, on est quand même assez spécialiste de l'étiquette. Et donc Pierre il s'est dit c'est un choix audacieux, et puis il a une petite fille qui a 7 ans. Puis on a parlé beaucoup aussi des différentes rencontres qu'on a fait au cours de l'exploitation du spectacle et tous ces hommes et ces femmes qui ont été violés dans leur enfance, etc. Il s'est dit c'est un film nécessaire et puis j'y vais En tant qu'artiste, c'était vraiment un choix difficile, mais où il s'est dit artistiquement et humainement et je veux le faire Et Clovis, après il y a eu Clovis, lui, on voulait quelqu'un de terrien, on voulait quelqu'un de très fort, parce qu'on voulait quelqu'un de très fort qui voit rien. Ouais, puis qui a une vraie douceur, c'est le côté vrai gentil du gars. Le gars dont on se dit, mais s'il avait vu, mais il la protégerait, sa fille. C'est le gars costaud, mais gentil intérieurement. Qui n'a aucune violence en lui, Donc ça, ça c'est des gens. Après on a passé des castings pour aller un peu plus vite quand même, mais on a passé des castings pour d'autres rôles. Ouais, pour Lénie, pour Manu. Pour l'équipe technique, là c'est vraiment venu du kiosque qui nous ont fait des propositions. Et c'est vrai quand ils ont parlé de Pierre, moi j'avais vu les films, André aussi, je veux dire on s'est pris une claque avec la haine. Oh je sais pas. Voilà. Et en plus on s'est aperçu que je le connaissais moi quand j'étais ado. Alors donc c'était génial parce qu'on s'est retrouvés, et là, on y est allé vraiment au feeling. Ils nous ont puis à l'humain aussi. À l'humain, et c'est quelqu'un à l'humain, ça a été Valérie Dessen aussi. Plus Valérie, c'est super drôle parce que lui ont filé le scénario, elle l'a lu, elle a dit « Oh putain, j'adore, c'est libre et tout, machin ». Et puis elle s'était déjà plus ou moins engagée sur un autre film. C'est « Non, le calendrier, ça va pas, je peux pas, merde, je suis obligée de refuser ». Donc elle refuse. Et puis tous les soirs, depuis on est devenus amis, et tous les soirs elle disait à son mec « Oh Manu, j'ai dit non à Chatouille ». Et elle dormait, elle se réveillait le matin. Pas de lui dire, Manu, écoute, j'ai dit non à Chatouille, parce bordel. que là j'en peux plus là. Dis-leur que c'est ok et puis c'est tout Et puis elle finit par appeler en disant j'aimerais bien le faire. Et nous en plus c'était super parce que elle avait dit non et on s'est dit on va attendre, on va voir. On n'a pas l'idée, on n'a pas la bonne personne, on va attendre, laissons un peu de temps. Je sais pas comment on a senti le truc, on n'a pas cherché quelqu'un dans la foulée, et pourtant on était un peu à la bourre. Et on a dit ok, on verra, ne nous prenons pas la tête, on verra. Et puis elle a appelé pour dire c'était ok, mais genre 10 jours plus tard Elle disait mais c'est mort, ils vont m'envoyer dans les roses, ils auront déjà choisi quelqu'un d'autre. Et en fait non, et quel bonheur. L'équipe c'est vraiment le kiosque qui nous a. Mais comme disait Andrea, ils nous ont présenté des gens et c'est vraiment peut-être pas la bonne méthode, mais nous c'était l'humain qui comptait. C'était d'abord l'humain. Alors évidemment quand on a un CV comme Pierre Haïm, l'humain plus le truc, on a aucun problème. Après ça aurait été un gros con, on n'aurait pas travaillé avec lui. Et du coup là comme c'est votre premier film, est-ce que vous sentiez comment vous est-ce que vous avez été rassuré par l'équipe ou c'était? Non, on a travaillé comme des tarés en amont en fait. On a tout. Non, il fallait qu'on leur prouve. Il fallait qu'on leur prouve qu'on arrivait solide. Dès les premiers jours, c'est vrai que sur un premier film, les premiers jours, dès qu'il y a un petit doute au niveau du jeu de comédien sur des gens comme Karine ou et que c'est pas vraiment ce qu'on voulait, vous êtes attendu comment vous allez gérer la chose. Parce que si vous la gérez pas, vous savez, c'est un peu comme un équipage d'un bateau. Si vous commencez à vous faire prendre le dessus par un
le second, vous n'avez plus aucune valeur. Là, il fallait vraiment qu'on montre qu'on avait bien préparé le film, qu'on était capable de gérer et qu'on était capable de dire non quand c'était pas ce qu'on voulait et non pas faire. C'est génial. Et ça s'est passé comme ça, quoi. C'était drôle parce que s'il y avait un doute, bon, déjà ce qui était hyper rassurant, c'est que ça jouait, on regardait au combo et que tout de suite on sentait qu'on était connecté sur OK, c'est pas ça. Donc ça c'est vachement rassurant parce que tu peux écrire un truc. Surtout au début, on pouvait tout d'un coup faire c'est là, génial, ouais. Et elle qui me regarde en me disant mais non, on était d'accord. Non, là vraiment tout de suite, donc on se regardait et on ne parlait jamais devant l'équipe. On disait 2 minutes et on partait, on se planquait dans une des chambres du lieu ou machin et on mettait clairement non, là ça va pas pour telle raison, ok on est d'accord, toi tu lui dis ça à lui et moi je m'occupe d'un tel et machin. Et du coup on allait comme ça et on en a toujours été hyper... De toute façon on a énormément travaillé sur les points fondamentaux de chaque séquence et d'ailleurs ce qu'on a donné à notre équipe technique à la base, bon déjà on a nos acteurs, on les a vus vachement avant, on a expliqué la couleur de chaque personnage, on a expliqué qu'on voulait pas en faire des méchants, que ce soit la mère ou l'agresseur, voilà, qu'on voulait un travail sur l'humain comme ça, et la technique, chaque séquence on donnait les points fondamentaux. Et qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette séquence, etc. Et du coup, plus les dessins magnifiques qu'ils ont dû garder. Plus les angles de prise de vue, etc. Et plus les angles, c'est-à-dire que bon, l'intérêt d'un outil, même comme le téléphone portable, c'est que le matin, on allait sur le lieu de tournage avant que toute l'équipe arrive et on faisait un peu nos déplacements, on regardait nos cadrages, nos machins. Et quand ils arrivaient, on disait voilà, on aimerait ça, regarde. Et on le montrait, regarde, tu vois, c'est un peu voilà comme ça. Ah d'accord, ok, mais c'est un peu trop bas. Alors d'accord, alors t'as raison, mais plus haut. Mais on utilise. Je crois franchement qu'on a utilisé tous les outils qui pouvaient se faire, que ce soit le dessin, le machin, mais on a vraiment ouvert et on a vraiment beaucoup préparé. Ouais, on a été hyper rigoureux sur la préparation. Et puis en fait, même pendant le tournage, on faisait notre journée de boulot et puis quand on sortait, on réglait la séquence du lendemain. Enfin, on se posait avec une bière tous les deux et puis on reprenait notre petit cahier avec toutes nos indications et on disait ok, donc demain c'est ça, machin. Et puis il nous est même arrivé de dire par exemple, vous voyez, il y a une séquence avec Manu en prison et là tu vas dévoiler. Non, ouais, je veux pas dévoiler, mais il y a un truc poétique qu'on avait finalement viré en se disant c'est peut-être trop et c'était quand même, le tournage était bien engagé et d'un seul coup on s'est dit mais putain non, à ce moment-là on aura besoin de cette respiration. On est la veille, 22h, et on se retrouve à appeler partout nos potes en disant trouve-moi telle nana, machin, trouve-moi une tenue de policier taille 36 pour la nana. Bon. Et voilà, et parce que on relisait toujours ce qu'on devait faire et on remettait en question ce qu'on devait faire le lendemain aussi et en se disant est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que voilà, mais bon généralement ça veut dire que malgré un scénario super écrit en plus avec la pièce de théâtre avant et super au cordeau, quand même on réécrit en tournant certaines choses, je dis pas tout, ça nous est arrivé de se remettre en question et assez peu, mais non, il y a eu peu de remise en question. On s'est rendu compte de choses, par contre, vraiment au montage, où là, on s'est rendu compte que la rythmique du montage, il y avait des choses qu'on pouvait vraiment arranger. Mais sinon, non, c'était vraiment, ça n'a pas vraiment c'était beaucoup quand même bougé. très... Parce qu'on voulait vraiment une chose très très précise, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on voulait quelque chose d'extrêmement précis pour pouvoir se laisser une marge d'improvisation dedans. Et comme ça, on se donnait, on se faisait un premier passage qui était ce qu'on avait écrit, ce qu'on avait fait, qui était complètement et après, on se tentait le coup en laissant vraiment une liberté beaucoup plus large. Et puis on filmait quasiment tout en... Merde. Pardon. On filmait quasiment tout en plan séquence, même si on ne le montait pas en plan séquence. Ça, c'est notre manière théâtrale, évidemment, vu qu'on vient du théâtre, c'est de se mettre dans... Pour les acteurs, pour nous, c'était hyper important. Et même, on disait à Pierre, c'est pas grave, si la caméra, là, il y a un mouvement maladroit, on s'en fout, on le montrera, on ne montrera pas. Mais vas-y, suis-les. Et du coup, on faisait quasiment toute la scène, tout le temps, pour mettre les acteurs dans l'état du personnage et laisser le personnage évoluer dans son émotion. Et on a constamment tourné comme ça en fait. À part les scènes entre guillemets de viol, pardon, mais où du coup on était obligé de faire chant contre chant parce que la petite Cyril évidemment n'était pas là quand Pierre Deladonchamp simule le plaisir et tout ça. Bon, évidemment on a protégé cet enfant, donc il fallait pas ça se tournait évidemment pas en plan séquence, mais les trucs d'adultes, ouais. Et alors du coup le fait de tourner comme ça en plan séquence, comme tu dis, manière théâtrale, etc. Est-ce que tu avais des rapports avec la monteuse? Est-ce que tu tapais la monteuse en lui disant
je sais pas, lui demander un conseil, lui dire Non, mais tiens. elle regardait les rushs, mais on a fait un truc qui était vraiment bien pour nous dans notre tête, c'était le fait on a fini le tournage. Et on s'est vu avec la monteuse, on a discuté et après on a laissé passer 15 jours, 15 jours et avant 3 semaines. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé totalement libre du montage, c'est-à-dire elle montait et on voyait après avec elle et là on disait bah non ça nous plaît pas, ça machin. D'ailleurs dès le début c'était assez, on s'est dit putain on a flippé, elle nous a monté 10 minutes. Et là on a dit non ça va pas du tout et tac 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 et après c'était génial parce que par rapport à nos directions d'un seul coup elle a monté exactement comme on voulait et on s'est dit on est super connectés, c'est géant. Donc souvent elle faisait une base puis après on disait ouais mais là et puis après on retournait évidemment avec elle sur place pour changer de prise ou je vais dire tel mais plan qu'on aimait pour en revenir en tant qu'auteur, mais on a sur le fonctionnement de l'écriture à deux on a un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que on se mettait pas à la table, je l'avais déjà vécu un peu mais on se mettait pas à la table ensemble en se disant on va travailler la séquence 14. Alors qu'est-ce que tu dirais au départ? Je dirais machin, parce que là, sincèrement, on aurait mis des heures à discuter sur un mot. Alors ce qui se passait, c'est qu'on se passait chacun une séquence, disait t'aimerais travailler sur cette séquence-là? Oui, moi j'ai envie de travailler sur cette séquence-là. On partait chacun dans notre coin, on écrivait la séquence et on revenait et on se les lisait. Et là, ce qui était drôle, on avait une vraie discussion. On lisait même pas. Ah non, c'est même pas ça. C'est que ce qui était drôle, c'est que on bossait dans notre maison et genre il y en avait un qui était dans le salon, l'autre dans la cuisine et je disais bon, je t'envoie un mail. Et puis on s'envoyait la séquence en Word ou en PDF ou en Page, tu vois, on n'écrivait même pas, c'est-à-dire à deux pièces de là. Le scénar, on l'a écrit sur Page, on l'avait même pas écrit. Après, quand j'ai chargé Final Draft, d'un seul coup, je fais putain, c'est génial ce logiciel. Et non, sauf que je m'étais, on s'était tué sur Page. Produit, pardon, Non, c'est trop bien ce logiciel. Je vous invite moi, à télécharger Page. si vous avez envie de scénario. Oui, c'est parce que c'est pas toi qui tapais. Il est marrant lui. Alors, et vous avez eu combien de semaines de tournage en fait? 7. 35 jours. Et montage? On a eu du temps, oui. On a eu du temps parce qu'on de septembre à janvier, fin décembre, début janvier. Ouais, 5 mois quoi. Oui. Attends, septembre, octobre, novembre, décembre, non 4? Décembre. Parce que on a commencé vers le 15 septembre, faut oui. les 4 mois à peu près. 4 mois full, plein temps. Oh oui, quand même. Pratiquement, oui. On était vraiment là-dessus. Parce que encore, comme on n'est pas, c'est pas une question de geek, mais comme on est vraiment très connecté, de temps en temps on travaillait avec elle, de temps en temps elle nous envoyait les séquences par le web et on regardait les séquences. Transfert. On lui renvoyait les annotations et tout. Donc on a travaillé vraiment, on a travaillé avec tout ce qui pouvait nous permettre de travailler. Parce que comme on n'avait pas grand chose à foutre, on jouait au théâtre tous les soirs en même temps. Parce que parce que quand même on s'ennuie vachement. Et on s'est dit tiens, on n'avait pas assez bossé cette année. Et du coup on est parti faire une pièce au théâtre qu'on avait tellement envie de jouer tous les deux qu'on s'est dit merde, on est obligé de la faire, elle est trop bien. Et du coup on est allé jouer. Mais on a travaillé en ping-pong beaucoup avec Valérie et puis après on a vraiment squatté dans la salle de montage évidemment pour la dentelle, pour le rythme en lui-même, les moments où on se dit ah putain là ça redescend vachement, comment on peut faire. Il y a des séquences, on va pas vous dire lesquelles, mais il y a des séquences qui nous ont posé problème. On s'est dit putain, on l'a pas là, il faut qu'on trouve le moyen avec le montage, faut regarder. Et puis Valérie est fantastique parce que elle regarde tous les rushs, elle ne regarde pas parce qu'il y a la script. Il y a les rushs qui sont gardés, ce qu'on a cerclé, mais elle regarde les tout. Séquences qui au tournage, tu te dis ah ouais celle-là est super. Et non, et en fait on s'est retrouvé à monter des trucs qui étaient absolument pas cerclés. Et d'ailleurs si on fait un deuxième film, on ne cerclera rien. On ira, je crois qu'on ira à tout. Non mais voilà, tout, il faut tout voir quoi, parce que en fait avec ton regard, avec le recul, il y a des trucs tu te dis ah, mais non finalement t'avais l'impression d'être pourri au tournage et finalement c'est vachement bien. Et malheureusement l'inverse c'est beaucoup le cas aussi. T'as l'impression d'avoir fait un truc génial et puis en fait c'est nul et du coup on est mince, t'as une émotion sur le tournage extraordinaire et puis quand tu regardes les rushs tu dis ah ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces 15 jours d'arrêt avant le montage parce que on aurait été trop dedans. Non, ouais, Et alors, les comédiens. Je crois que c'est la dernière, Nicolas. Pourquoi c'est la dernière? C'est le time.
Aïe. Oui. Ouais, Rapide. après on fait vite. Juste alors une dernière question. Le travail avec les comédiens sur une histoire qu'est-ce qu'elle est. Comment est-ce que les comédiens ils appréhendent le jeu Surtout pour Karine Villard, je suis quand même assez curieuse parce que c'est quand même un personnage très dur. Ouais, mais Karine, on lui disait, elle est géniale parce que moi, elle a détesté ce personnage dès qu'elle a lu le scénario, mais elle avait hyper envie de le jouer. Et donc elle me disait, mais Dieu, je l'aime pas et tout. Et puis nous, on disait, non, en fait, il faut que tu sois très premier degré, il faut pas que tu en fasses une méchante. Et je disais, non, Karine, enfin, c'est surtout Eric qui a dirigé Karine, en fait. Mais moi, je lui parlais évidemment, comme elle sait que c'est beaucoup de mon histoire, je lui disais, non, Karine, elle n'est pas méchante, elle ne sait pas aimer. Et donc c'est devenu un peu ça. À chaque fois, quand on disait Karine, oui, je sais, elle est pas méchante, elle sait pas aimer, voilà. Je disais, mais bon. Et la petite fille qui joue Odette, comment est-ce qu'on arrive comment vous arrivez à faire jouer une petite fille comme ça? Évidemment, elle a lu l'histoire, j'imagine. Ouais, elle a vu le spectacle. Mais d'abord, elle a des parents qui étaient. On a presque casté autant l'enfant que les parents, hein, parce qu'on savait très bien ce qu'on aurait besoin derrière à gérer, et vraiment les parents sont rentrés complètement avec nous dans le truc, ils ont su vraiment faire un travail extraordinaire. Surtout Cyril qui a décidé de faire le film. Oui, personne en plus de ça, que ce soit les parents qui sont pas du tout dans le star system, ils n'ont rien à faire. Et donc ça c'est génial. Ils veulent pas en faire un objet. Enfin cette petite fille, elle a le choix en tout. Et bon, en plus, ce sont des parents qui avaient déjà eu un rapport préventif sur la pédophilie avec elle. Enfin, c'est des choses qu'ils évoquent à la maison et dont ils avaient déjà parlé ensemble. Donc quand il y a eu ce casting un peu sauvage comme ça, où ils ont trouvé cette petite qui avait jamais joué au cinéma, nous on l'a vu, on a fait merde. Ouais, tu sens la force dans le regard de cette gosse où tu dis ça peut être quelqu'un une enfant qui peut avoir vécu des choses et une adulte qui sera résiliente. J'aime pas trop le mot résilient, c'est un peu le statut, mais bon, pour moi tu travailles tous les jours pour être résilient, hein. T'es jamais résilient point barre, mais bon bref, mais en tout cas quelqu'un qui peut s'en sortir. Et du coup cette petite fille, on l'a vue, on s'est rencontrée, on a confirmé que c'était la petite fille qu'il nous fallait. Elle est venue voir le spectacle, on a beaucoup discuté de tout ça, puis on allait manger des glaces et des trucs, on s'est connus aussi. Et le film, c'est le cinéma et on triche et donc évidemment il y a eu beaucoup de chants contre chants et des choses où elle savait ce qu'elle jouait, elle savait ce que c'était que les chatouilles, hein, et elle savait aussi que c'était mon histoire, donc c'est quelque chose qui la touchait beaucoup. Mais elle est vraiment rentrée dans un fonctionnement, je dirais, de lutte. C'est-à-dire, elle était vraiment là. D'ailleurs, quand les parents nous ont appelés parce qu'ils avaient vu le spectacle, ils ont dit bon, on va voir le spectacle, puis on vous appelle pour vous demander pour vous dire si Cyril est d'accord pour le faire. Et ils nous ont rappelé et ils ont dit Cyril est d'accord pour le faire parce qu'elle a envie de défendre cette cause. Elle a dit je veux le faire pour les autres enfants. Je veux le faire pour les autres enfants. Du haut de ses 9 ans, on a pris une grande claque. On a dit bon, ça va, d'accord. Voilà. On va passer aux questions. Même pas. Quelle heure Non, c'est pas ça, c'est qu'on doit être un. Et 15h20, vous êtes à quelle heure 4h moins 15, c'est ça? T'as le planning. Excusez-nous, une interruption publicitaire. Les barrages. Ah oui, c'est vrai, il y a le passage de la. On doit rentrer parce qu'on doit faire Radio Festival. Si tu passes par derrière, tu peux nous accompagner, tu crois? Ne dites rien, il y a tout le monde qui sait maintenant qu'on peut passer par derrière. Moi, je peux me perdre dans ma maison tellement j'ai pas de sans orientation. 16h. 16h. Quoi, 16h en radio? Non, là, c'est ça. Là. 15h50, il faut être au palais du festival. 15h50. Ah merde. Il est 15h20. On a le temps de faire quelques photos. T'es sûr? Une petite question? Allez, une. Est-ce qu'il y a des questions? Mais non, mais attendez, c'est pas la question qui est le problème, c'est notre réponse qu'il faut pas qu'elle soit longue. Voilà. Alors ça va aller très vite. Juste une question rapide. Pardon. Juste une question rapide. Vous avez évoqué la musique pendant le spectacle théâtral. Est-ce que cette musique a été réemployée dans le film ou ça a été une autre musique? Non, il y a Clément Ducol qui fait une musique, qui est l'arrangeur de Camille, qui a fait une musique dedans. Et la musique originale, la musique originale, mais sinon il y a deux chansons qui étaient dans le spectacle et qui par contre se sont retrouvées dans la pièce. Ouais, mais le reste, tout a été soit écrit ou soit c'était des recherches d'époque, parce que ces musiques aussi marquent les époques. Quand on part des années 90 jusqu'en 2010, bon voilà.
Moi j'étais à la projection, donc merci, c'est vraiment un très beau film. Et dans la façon que tu as eu de le présenter, tu as dit voilà, maintenant on vous le donne. Ouais. Donc le futur, là, vous allez continuer à essayer d'être présent sur des projections pour... oui. Bah là, d'ailleurs, demain, on va le présenter aux arcades parce qu'il y a plein de jeunes qui vont le voir. Donc, non, ouais. Non, dès qu'on peut le présenter... de toute façon, déjà, je pense qu'on va le présenter pas mal en France avant la sortie du film. Donc déjà, on y sera. Voilà, si on peut, on est là. Parce que c'est... Oui, et puis on veut pas que ça rende... Ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas que ça devienne un film militant. C'est un film de prise de conscience, mais pas un film militant. Même si on fait des choses extérieures pour ça, mais ça, c'est pas le propos. Le propos est dans... En tout cas, on l'accompagnera du mieux qu'on peut, oui, voilà. C'est sûr. En tout cas, merci parce que vous montrez vraiment que tout est possible et qu'on peut faire des choses en dehors des règles, et pour ça, vraiment, encore un grand merci. Merci beaucoup. Une dernière. On n'a pas pu poser les notes. Merci beaucoup pour. Moi, j'ai vu du coup le spectacle et du coup le film, et c'est vrai que j'étais. Évidemment, j'ai fait partie des gens qui me sont levés et vous avez été rappelé 7 fois, c'était déjà extraordinaire. Donc je m'attendais à rien du tout en voyant le film. Je me suis dit ça doit être fou. Évidemment, le film est beaucoup plus dur finalement. Enfin, en tout cas pour les âmes sensibles comme moi, ça a été beaucoup plus difficile de tenir sur le film. Il y a beaucoup de scènes qui sont très dures. Mais je trouve que vous avez réussi à en faire deux histoires qui sont bien évidemment complémentaires mais totalement différentes, avec une émotion. Il y a plein de choses que vous avez réussi à raconter qu'on ne voit pas forcément autant dans le spectacle, tous les personnages. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que la mère, je ne sais pas si vous allez répondre, mais elle a vécu la même chose? Parce qu'on se dit la seule chose qui pourrait justifier son comportement finalement, parce que sinon elle est odieuse, elle est insupportable. La seule chose qu'on a envie, nous, en tant que spectateurs, c'est oh. Mais est-ce que, parce que les seules personnes qui réagissent comme ça, en général, qui ont vécu c'est soit qu'ils ont vécu la même chose et du coup, quand on leur raconte, ça leur fait rien, ou alors. En fait, on s'interrogera toujours. C'est quelqu'un qu'on. On ne saura jamais. On peut penser que oui, mais en même temps, c'est pour ça qu'on lui fait dire ça d'ailleurs. On a envie de laisser la porte à dire est-ce qu'elle se donne pas une bonne excuse pour dire voilà, mais on préfère laisser vide. On ne saura jamais, mais c'est vrai que ce type de comportement, c'est surtout quelqu'un qui a mal. C'est pour ça que c'est pas à charge. On veut pas en faire cette. Parce qu'au début, on se dit, c'est parce qu'elle est... C'est quelqu'un qui est en souffrance surtout. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui passe à côté de sa vie, qui en a conscience, mais qui ne changera jamais les choses pour aller mieux, qui n'ira jamais se réparer auprès d'un psy, par exemple. Tu vois, il y a des gens qui disent bah non, jamais quoi. Alors que mais pourquoi tu t'empêches d'aller mieux? Et donc il doit y avoir une culpabilité profonde, j'en sais rien. Mais il y a forcément une douleur extrême quelque part qui fait qu'elle agit comme ça. Ça peut être quelque chose qu'elle a vécu. Ça peut être aussi une accumulation de petites choses qui font, parce qu'on peut pas dire que le rapport même avec son mari soit. Il n'y a pas un seul moment dans le film où ils se touchent. Il n'y a pas un seul moment où ils s'embrassent. Il n'y a pas un seul moment où ils ont réellement un sourire ensemble. Quel est le parcours? Pourquoi elle est avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces choses-là font que, je veux dire par là, on peut avoir cette attitude-là, pas obligatoirement quand on s'est pris un coup de massue dans la figure. C'est une accumulation de choses qui amènent une prise de conscience que sa vie, là où elle est sur une butée et elle n'est pas ce qu'on aurait voulu. Voilà. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est parce qu'en fait, sa fille est partie, du coup, elle en veut. Elle en veut aussi pour ça, parce qu'elle le dit aussi. Voilà, et après, je me dis, non, c'est trop horrible, de toute manière, pour juste. C'est tellement pas des réactions normales. Enfin, un propos débat de la normalité, évidemment. Il y en a plein qui réagissent comme ça. Plein, mais à l'appel. C'est pas un cas unique, cette femme. Il y a l'appel. Mais là, ça vous rend pas folle aussi de voir, par exemple, dans l'actualité, quand on a accusé la petite fille de 11 ans, là, que c'était d'être consentante. Ouais, voilà. Bien sûr que si, on le dénonce évidemment, mais c'est complexe. Mais on est en France, la magistrature a beaucoup de pouvoir aussi sur la liberté sexuelle et tout ça. Bon, maintenant, c'est quand même en train de bouger. Il y a des choses qui. Même 7 ans, c'est rien, quoi. Combien il a pris à la fin? Ah non, mais on n'aura jamais des peines. Nous n'aurons jamais des. Mais il n'a pas pris, je crois. Il a été rien du tout. On n'aura jamais ça en France. Il a été relâché. Non, parce qu'on a considéré que la petite fille pouvait. Le consentement est quelque chose qui a été super bien inventé par un avocat un jour. Je ne sais pas lequel a sorti cette carte de ça parce qu'il y a une faille dans la loi. Et deux, en face de lui, il y a un président de cour
qui a fait. Ou un jury populaire. Un jury populaire qui a fait. Ah oui. C'est tellement le libre arbitre. À partir de ce moment-là, il y avait jurisprudence. Mais il va être rejugé parce qu'il va être jugé, mais parce qu'il y a eu un tel bruit. Mais sinon, dans les faits, s'il n'y avait pas eu ce bruit-là. Mais là, il y a un texte de loi qui est présenté pour justement raffermir cet endroit, cette faille. Bon, parce que c'est menace, contrainte, surprise ou violence. Et au sein de ça, contrainte n'est pas forcément emprise. Donc ils sont en train de dire justement, contrainte c'est aussi emprise. Pour permettre de dire. Fascination. C'est quand même à l'adulte d'être responsable de ses actes et pas à l'enfant qui a 12 ans. Parce qu'il y a aussi évidemment, enfin je veux dire dans ce cas-là, Odette est consentante parce qu'elle suit. Quand elle va vers la porte et qu'elle lui dit viens, on va aller jouer dans la salle de bain. Elle y va, elle dit pas non, elle y va. Et elle y va pourquoi? Parce que c'est un adulte qui dit tu viens, puis elle y va. C'est un enfant, c'est à l'adulte d'être responsable. Donc bon, petit à petit, je pense que quand même là, les faits sociétaux, la mort d'Angélique, il y a quand même des choses qui sont très 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 violentes dans les faits divers ces 2 dernières années. C'est quand même en train de sérieusement bouger. Maintenant, c'est par la société civile que ça changera. C'est pas par les lois. Les lois, c'est bien, il faut qu'elles changent, il faut qu'elles se raffermissent, mais c'est pas par ça que ça changera. Il faut arrêter la complicité passive. Si on continue de faire, j'ai vu, c'est vrai, il avait un comportement bizarre sur les enfants, mais c'est pas mes affaires. Si on continue ça, rien ne changera. On aura beau les mettre en prison, les auteurs, on aura beau accompagner un peu mieux les victimes, il y aura toujours autant de victimes en fait. Parce qu'en plus ils sortent, ils refont la même chose parce qu'on n'arrive pas à les soigner. Parce qu'on nie en plus ça, c'est pareil. Psychiatriquement, on envoie dans les milieux carcéraux des jeunes psychiatres et des jeunes psychologues qui n'ont pas les épaules. Et mon Dieu, au contraire, j'ai rien contre eux et je les félicite de faire ce qu'ils font. Mais il faut envoyer des gens hyper confirmés et on n'a pas le protocole de soins adéquat. On n'a pas, juste qu'on n'ouvre pas les yeux quoi. Mais il faut que ça vienne de la société civile. Plus on parlera de tout ça, plus on brisera les silences, plus on brisera les tabous et moins ça arrivera parce que les auteurs seront de plus en plus fébriles et diront merde, maintenant les enfants parlent, les adultes parlent. Tout le monde fait attention et il faut vraiment que les adultes aujourd'hui prennent conscience que la condition de l'enfant est leur responsabilité. En plus, c'est bassement de savoir. Moi, c'est bien sûr que tout le monde connaît ce genre de. Enfin voilà, pas forcément quelqu'un de proche, mais le 1 sur 5 à la fin. Ouais. Mais moi, ça m'a profondément je n'étais pas du tout consciente que c'était à ce point-là. En fait, c'est dramatique. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus et que ce soit aussi. Surtout, il y a des pays qui sont très en avance là-dessus, comme le Canada. Ouais. Et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas de modèle. Enfin, parce qu'ils gèrent ces choses-là quand même très en amont. Ils ont des méthodes. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas de modèle. Mais en France, on est aveuglé par la Constitution. Tout d'un seul coup va être anticonstitutionnel. C'est le grand truc. Oui, mais ça ne rentre pas dans la Constitution. Et en fait, la Constitution française n'avance pas avec sa société. Donc, le problème, il est là, quoi. On a une très grande dictature de la magistrature, enfin de la justice. Et il faut prendre conscience de ça et on se trompe souvent d'ennemis. En plus, il faut savoir une chose, c'est que les pédophiles, c'est pour ça que ce serait pas si compliqué si on à faire évoluer. C'est que les pédophiles, en grande majorité, ne sont pas des violents. C'est pas une question de violence, parce qu'on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec un gars qui prend une petite fille, qui la traîne, qui l'amène. Mais non, c'est pas ça. Un petit garçon, oui, surtout, parce que ça, c'est une autre discussion. J'en peux plus de la séparation. Il y a des hommes qui se battent pour des femmes, et il n'y a pas que des femmes qui se battent pour des femmes. Le jour où on regroupera les choses, ça se passera, on évoluera vraiment, parce que sinon, la guerre des genres, ça va être un massacre. C'est un autre débat. Mais là, sur ce cas-là, c'est que si déjà des enfants savent dire mais pourquoi tu fais ça, si on arrive à leur faire ça, mais un pédophile il lâche tout de suite le truc parce qu'il va vers des enfants qui sont des enfants qu'on n'aime pas ou des enfants qui sont un peu abandonnés, qu'on n'écoute pas vraiment, et là ils viennent et ils sont gentils, c'est la plupart des gentils, mais si tout d'un coup il y a un enfant qui va lui faire pourquoi tu mets la main là, non mais monsieur, il y a monsieur, c'est terminé cette histoire-là. Oui, sauf qu'on peut pas responsabiliser l'enfant, on peut pas mettre la responsabilité sur l'enfant. Mais au moins déjà si on va à l'ouverture, ça faut qu'on y aille. Faut vraiment qu'on y aille. Merci Antoine, merci à vous. Merci beaucoup.